Hier était censé être un triomphe. C'était le jour où ma sœur cadette, Chloé, a enfin remonté l'allée lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que mes 3 premières voitures réunies. Et qui a payé pour cela? C'est moi. Évidemment. Je m'appelle Clara. Je suis la personne fiable. C'est moi qui possède le cabinet d'architecture d'intérieur prospère et le chéquier bien rempli. Je me tenais là, dans l'église, regardant Chloé étinceler dans une robe Vera Wang pour laquelle j'avais fait chauffer ma carte de crédit. Et j'ai ressenti un mélange d'épuisement et de soulagement. Le soulagement que peut-être, juste peut-être, elle était enfin posée. Le soulagement que les demandes incessantes de fleuristes, de traiteurs et de quatuors à cordes soient terminées. Je me suis réveillé ce matin avec l'impression d'avoir été écrasé par un camion. La gueule de bois émotionnelle d'un mariage familial est bien réelle, surtout quand c'est vous qui signez les chèques. Mon mari, Thomas, était déjà levé. J'entendais la douche couler dans la salle de bain principale. Je me suis retourné, attrapant mon téléphone sur la table de chevet pour vérifier mes emails. C'est une habitude que je ne peux pas perdre. Diriger une entreprise signifie que l'on ne déconnecte jamais vraiment. Mais avant même de pouvoir ouvrir ma messagerie professionnelle, une notification de ma banque est apparue sur l'écran. C'était une alerte à la fraude. Mon cœur a fait un horrible bond dans ma poitrine. Je me suis assise, chassant le sommeil d'un clignement d'yeux, et j'ai tapoté sur l'application. Je m'attendais à voir une double facturation de la salle de réception ou peut-être un blocage de l'hôtel où nous avions logé les invités venus d'ailleurs. Au lieu de cela, je me suis figé. Les chiffres sur l'écran n'avaient aucun sens. 15 000 $ avaient disparu. Transférés de notre compte d'épargne joint à 2 heures du matin la nuit dernière. J'ai fixé l'écran, attendant qu'il change, attendant que ce soit un bug. Mais la transaction était là, claire comme le jour. Ce n'était pas le piratage d'un serveur anonyme dans un pays étranger. C'était un virement bancaire. Et le destinataire n'était pas un escroc. Le destinataire était les services VIP de la clinique Nouvelle Vie. Mon estomac s'est noué. Nouvelle Vie? C'était la clinique la plus exclusive et la plus chère de la ville. Pourquoi diable 15 000 $ partirait-il là-bas depuis mon compte en pleine nuit? J'ai rejeté les couvertures. La panique a commencé à monter dans ma gorge, avec un goût de bile. J'avais besoin de demander à Thomas. Peut-être savait-il quelque chose. Peut-être était-ce une erreur. Mais au fond de moi, un effroi froid, semblable à un serpent, s'enroulait déjà autour de ma colonne vertébrale. Je me suis dirigé vers la porte de la salle de bain. L'eau a cessé de couler. Thomas, ai-je appelé, ma voix résonnant de manière aiguë dans la chambre silencieuse. Thomas, tu devais sortir. Il y a un problème avec le compte bancaire. La porte s'est ouverte. Thomas est sorti, une serviette enroulée lâchement autour de la taille. De la vapeur s'échappait derrière lui, exhalant l'odeur de son savon coûteux au bois de santal. Il a ricané. Il n'avait pas l'air inquiet. Il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air prêt. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue en 20 ans de mariage. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de l'agacement. C'était une indifférence froide, glaciale. J'ai levé mon téléphone, la main tremblante. Thomas, 15 000 $ ont été virés à une clinique de fertilité cette nuit. Est-ce toi qui as autorisé cela? Avons-nous été piratés? Il n'a même pas regardé le téléphone. Il est passé devant moi pour se diriger vers le dressing et a commencé à enfiler ses vêtements. Ce n'était pas un piratage, Clara, a-t-il dit calmement. Sa voix était stable. Trop stable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai suivi. Pourquoi enverrais-tu de l'argent à une clinique de fertilité? Nous ne faisons plus cela. Tu sais que nous ne le pouvons pas, il a décroché une chemise blanche impeccable de son cintre. Il l'a boutonnée lentement, méthodiquement, en commençant par le bas. Je sais que tu ne le peux pas, Clara, a-t-il dit, croisant enfin mon regard. L'air a quitté la pièce. Quoi? Thomas s'est tourné vers moi de face. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère ou, pire, une employée qu'il s'apprêtait à licencier. C'est moi qui ai envoyé l'argent, a-t-il dit. Et je suis ravi que tu l'aies vu. Cela m'évite d'avoir à aborder le sujet devant un café. Aborder quel sujet, ai-je chuchoté.
J'avais la tête qui tournait. Mes genoux fléchissaient et j'ai dû me cramponner au bord de la commode pour ne pas tomber. Il a plongé la main dans sa mallette, qui était posée, déjà prête, près de la porte. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Il a sorti une épaisse enveloppe Kraft et l'a jetée sur le lit entre nous. Elle a atterri avec un bruit sec. « Je veux le divorce, Clara », a-t-il dit. Le monde s'est arrêté. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai regardé l'enveloppe, puis lui. « Le divorce ?» ai-je balbutié. Mais nous dansions encore ensemble au mariage hier soir. Nous étions heureux. Thomas, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'argent? Si tu avais besoin d'argent pour quelque chose, tu n'avais qu'à me le demander. Tu n'avais pas besoin de le voler. Il a ri. C'était un rire sec, dénué d'humour. Voler? C'est un compte joint, Clara. C'est aussi mon argent. Et franchement, je l'ai mérité. Te supporter pendant 2 décennies, c'est du travail forcé. Il a vérifié sa montre. Une Rolex que je lui avais achetée pour sa promotion l'année dernière. Mon avocat a déjà déposé les documents. Je te conseille d'en prendre un aussi. Bien que, vu ton émotivité, tu devrais peut-être juste signer ce que je te donne et nous épargner tout ce mélodrame. Je me tenais là, tremblant dans mon pyjama, tandis que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 20 ans se tenait entièrement habillé, me regardant avec un mépris pur. Pourquoi, ai-je réussi à articuler? Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Thomas a souri et cela m'a glacé le sang. Parce que le timing est parfait, a-t-il dit. Le mariage de Chloé est terminé. Toute la famille est en ville et j'en ai enfin fini d'attendre que tu deviennes quelque chose que tu ne pourras jamais être. Il a pris son sac. Descends quand tu seras habillée, Clara, nous avons une réunion de famille. Une réunion de famille, ai-je répété, confuse. Tout le monde attend, a-t-il dit par-dessus son épaule en franchissant la porte. Tes parents, Chloé, moi. Nous devons tous te parler. Il m'a laissé là, les notifications bancaires brillant encore sur l'écran de mon téléphone. 15 000 $, une clinique de fertilité, un divorce et une réunion de famille. Je ne le savais pas encore, mais ma vie telle que je la connaissais venait de prendre fin. Je marchais vers une exécution, et les personnes qui tenaient la hache étaient celles que j'aimais le plus. Je suis resté debout au milieu de ma chambre, paralysé. Le choc était un poids physique qui me clouait au sol. Mon esprit ne parvenait pas à assimiler la cruauté dont je venais d'être témoin. Le visage de Thomas, si froid, si détaché, continuait de défiler devant mes yeux. Mais alors que l'engourdissement initial commençait à s'estomper, un sentiment familier m'a envahi. C'était un sentiment sourd et douloureux de responsabilité. Même au milieu de ma propre crise, mon cerveau s'est automatiquement mis en mode « résolution de problèmes ». C'était mon rôle. Cela avait toujours été mon rôle. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs m'envahir, essayant de trouver la racine de ce cauchemar. J'ai toujours été l'enfant invisible, l'enfant utile, celle qui répare tout. J'ai 48 ans aujourd'hui, mais je ressens encore la piqûre de mes 10 ans, debout dans le salon avec un bulletin scolaire rempli de notes excellentes, attendant que mes parents lèvent les yeux de la télévision. Ils ne l'ont jamais fait. Pas vraiment. Puis Chloé est privée. Chloé, ma petite sœur, elle a 14 ans de moins que moi. Quand elle est née, c'était comme si le soleil avait soudainement décidé de ne briller que sur elle. C'était le bébé miracle, l'enfant chéri. Elle était mignonne, pétillante et exigeante, et je suis devenu sa 3e parente. Pendant que Chloé prenait des cours de danse classique et partait en colonie de vacances, je cumulais les petits boulots après l'école pour financer mes propres études. Mes parents, Monique et Pierre, ont clairement fait savoir très tôt que leurs ressources étaient limitées, et que ces ressources étaient réservées à Chloé. Clara est forte, disait ma mère en me tapotant la main d'un air dédaigneux. Clara peut s'occuper d'elle-même. Mais Chloé a besoin de nous. Et je les croyais. Je portais mon indépendance comme un insigne d'honneur. J'ai bâti mon entreprise d'architecture d'intérieur à partir de rien. Je travaillais 18 heures par jour. Je me privais de vacances. Je mangeais des nouilles instantanées dans un studio pour réinvestir chaque centime dans mon entreprise. Et quand l'argent a enfin commencé à rentrer, qui était le premier en ligne pour tendre la main? Ma famille. Je me souviens d'il y a 10 ans,
quand Chloé avait 24 ans. Elle s'était endettée massivement avec ses cartes de crédit, jouant en ligne et achetant des sacs de créateurs qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Les agents de recouvrement appelaient à la maison. Mes parents étaient paniqués. Ils m'ont appelé en plein milieu d'une réunion client, en pleurs. Ils vont gâcher son dossier de crédit, Clara, avait hurlé mon père. C'est encore un bébé. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu dois l'aider. Je venais d'acheter ma première voiture de luxe, symbole de ma réussite. J'adorais cette voiture. Mais j'ai vu les visages terrifiés de mes parents et j'ai cédé. J'ai revendu la voiture la semaine suivante. J'ai pris le chèque, je suis allé à la banque et j'ai remboursé la dette de Chloé en totalité. 25 000 $. Je me souviens avoir remis le reçu à Chloé. Je m'attendais à une accolade, à un merci. Peut-être même à une larme. Au lieu de cela, elle m'a arraché le papier des mains, a vérifié le montant et a soupiré, tu en as mis du temps. J'étais tellement stressé que j'ai développé de l'urticaire. Mes parents l'ont serré dans leurs bras. Ils l'ont cajolé, lui disant que tout était fini, qu'elle était en sécurité maintenant. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne ne m'a demandé comment je me sentais à l'idée de devoir reprendre le bus. C'était toujours le même schéma. Je donnais, il prenait. Je résolvais les problèmes, il les créait. Et Thomas savait tout cela. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait être le seul à me voir. Il voyait la femme fatiguée derrière la chef d'entreprise accomplie. Il me disait que je n'avais pas besoin d'être forte tout le temps. Il me disait qu'il voulait prendre soin de moi. Mais en y repensant aujourd'hui, à la lumière de la trahison de ce matin, je me demande s'il m'a jamais vraiment vu. Ou voyait-il simplement ce que ma famille voyait? Un filet de sécurité. Une poule aux œufs d'or. Il m'avait regardé payer les frais de scolarité de Chloé lorsqu'elle avait décidé d'étudier le marketing de la mode, pour abandonner un semestre plus tard. Il m'avait vu rembourser l'hypothèque de mes parents pour qu'ils puissent prendre leur retraite plus tôt. Il m'avait vu payer 50 000 $ pour le mariage de Chloé hier, les fleurs, la robe, le bar ouvert où elle s'est saoulée et apporté un toast à la recherche d'un mari riche. Thomas ne m'a jamais arrêté. En fait, il m'encourageait. C'est la famille, Clara, disait-il. Tu as les moyens. Ne sois pas radine. Radine. Ce mot me blessait à chaque fois. Maintenant, debout dans le silence de la pièce, réalisant qu'il venait de m'abandonner, j'ai ressenti une vague de nausée. Je n'étais pas seulement une épouse pour lui. J'étais une ressource. Et les ressources finissent par s'épuiser. J'ai regardé le miroir. J'ai vu une femme fatiguée. Il y avait des ridules autour de mes yeux qu'aucune crème coûteuse ne pouvait masquer. J'ai vu une femme qui avait passé sa vie entière à acheter un amour qui n'avait jamais été à vendre. Réunion de famille, avait-il dit. J'ai essuyé une larme sur ma joue. Je ne les laisserai pas me voir pleurer. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je suis allé au dressing et j'ai laissé de côté le jogging dans lequel je voulais me blottir. À la place, j'ai enfilé un blazer structuré et un pantalon ajusté. Mon armure. S'il voulait une réunion, il l'aurait. Mas, je ne descendrai pas là-bas en victime. J'y descendrai en tant que directrice générale. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais loin de me douter que le couteau qu'il s'apprêtait à enfoncer dans mon dos était bien plus tranchant qu'une simple histoire d'argent. Avant de quitter le sanctuaire de ma chambre, j'ai dû prendre un moment pour respirer. La mention de la clinique de fertilité sur cette transaction bancaire battait dans mon esprit comme une blessure infectée. Cela faisait plus de mal que l'argent manquant. Cela faisait plus de mal que le mot divorce. Cela touchait à la cicatrice la plus profonde et la plus sombre de mon âme. Je me suis approché de la table de chevet et j'ai ouvert le tiroir. Sous une pile de livres se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, ce n'était pas un bijou, mais un bracelet d'hôpital. Mon bracelet d'hôpital d'il y a 8 ans. Thomas et moi avions essayé. Mon Dieu, nous avions tellement essayé. Pendant les 10 premières années de notre mariage, nous étions concentrés sur la construction de notre vie. Je bâtissais l'entreprise. Thomas s'essayait à diverses entreprises qui n'ont jamais vraiment décollé, vivant principalement de mon salaire. Nous étions heureux, du moins je le croyais. Mais quand j'ai eu 40 ans, l'horloge n'a pas seulement tourné, elle a résonné comme une bombe à retardement.
Nous avons commencé à essayer, mois après mois, avec des tests négatifs. L'espoir qui fleurissait dans ma poitrine chaque fois que mes règles étaient en retard était réduit en poussière quelques jours plus tard. Puis est venu le diagnostic. Endométriose. Stade 4. Mon utérus était un champ de bataille de tissus cicatriciels et d'inflammation. Le médecin s'est montré bienveillant mais franc, une conception naturelle est impossible, Clara. Nous sommes passés à la FIV. Savez-vous ce qu'est la FIV? C'est brutal. C'est invasif. Cela vous dépouille de votre dignité. Je me suis injecté des hormones dans le ventre jusqu'à ce que ma peau soit couverte de bleu. J'ai subi des chirurgies de prélèvement qui me laissaient avec des crampes et des saignements. J'ai dépensé des milliers de dollars, mes dollars, à poursuivre un fantôme. 5 tentatives, quintet d'échecs. La dernière fausse couche a failli me tuer. J'avais 42 ans. J'ai fait une hémorragie au milieu de la nuit. Je me souviens de la course vers les urgences, des lumières aveuglantes, de l'odeur métallique du sang. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit qu'ils avaient dû pratiquer une hystérectomie d'urgence pour me sauver la vie. Mon utérus avait disparu. Le rêve était mort. Je me souviens d'être resté allongé dans ce lit d'hôpital, me sentant vidé. Je me sentais moins que femme. Je me sentais brisé. J'ai cherché Thomas. J'avais besoin qu'il me tienne la main. J'avais besoin qu'il me dise que je suffisais, que nous suffisions. Mais il ne me tenait pas la main. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le parking. Il sentait la fumée de cigarette alors qu'il avait arrêté depuis des années. Je suis désolé, avais-je chuchoté, la voix enrouée par l'anesthésie. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Quand il l'a fait, ses yeux étaient secs. Ce n'est pas grave, a-t-il dit. Mais le ton n'était pas réconfortant. Il était résigné. C'était le ton d'un homme qui avait fait un mauvais investissement et qui limitait ses pertes. Au moins, on économise sur le budget études, avait-il marmonné quelques semaines plus tard. Il avait prétendu que c'était une plaisanterie sombre pour faire face à la douleur. Mais après cela, un mur s'est dressé entre nous. Il a cessé de me toucher. Il a cessé de me regarder avec désir. Il a commencé à dormir en me tournant le dos. Chaque fois que le sujet des enfants revenait lors de dîner, Thomas soupirait bruyamment et disait « Eh bien, Clara est une femme de carrière. L'entreprise est son bébé. » Il présentait cela comme un choix, comme si j'avais préféré l'argent à la maternité. Il laissait les gens croire que j'étais égoïste plutôt que brisé. Et je le laissais faire parce que je me sentais coupable. J'avais l'impression d'avoir échoué envers lui. Et voulait un héritage. Et voulait un fils. C'était un homme doté d'un ego traditionnel mais sans la réussite professionnelle pour le soutenir. Il avait donc besoin d'une copie biologique de lui-même pour valider son existence. Et je ne pouvais pas lui donner cela. Alors, quand j'ai vu ce virement à la clinique Nouvelle Vie, ma première pensée irrationnelle a été qu'il essayait peut-être de trouver une mère porteuse pour nous. Qu'il voulait peut-être me faire une surprise. Mais cette pensée est morte à la seconde où il a demandé le divorce. Thomas n'essayait pas de nous réparer. J'ai regardé le bracelet d'hôpital dans la boîte en velours une dernière fois. J'ai refermé le couvercle. La douleur de l'infertilité est une chose silencieuse et solitaire. Elle vous ronge de l'intérieur. Mais aujourd'hui, cette douleur se transformait en autre chose. De la rage. Pourquoi envoyait-il de l'argent à une clinique de fertilité maintenant? Pour qui était-ce? Un soupçon écœurant a commencé à se former dans mon esprit. Une pièce de puzzle que je ne voulais pas emboîter. Chloé. Chloé, qui rayonnait à son mariage. Chloé, qui avait refusé le toast au champagne que j'avais payé. Chloé, qui avait pris un peu de poids récemment, ce que ma mère attribuait au stress du bonheur. Non, ce n'était pas possible. C'était trop tordu. C'était un scénario de feuilleton télévisé, pas ma vie. Mais en descendant les escaliers, entendant le murmure bas des voix dans le salon, l'effroi froid est revenu. Je n'allais pas seulement à une réunion de divorce. J'allais vers une révélation qui allait briser ce qui restait de mon cœur. Je suis entré dans le salon. L'atmosphère était lourde, comme l'air avant un orage. Mes parents étaient assis sur la causeuse. Ma mère, Monique, buvait du thé dans ma porcelaine fine,
le service que j'avais dit à tout le monde de ne pas utiliser parce qu'il était fragile. Mon père, Pierre, feuilletait un magazine, l'air s'ennuyait. Thomas se tenait près de la cheminée, s'appuyant d'un bras contre le manteau comme s'il était le maître des lieux. Dans son esprit, je suppose qu'il l'était. Et Chloé. Chloé n'était pas encore là. Enfin, a dit Thomas en vérifiant à nouveau sa montre. Nous n'avons pas toute la journée, Clara. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, en gardant le dos bien droit. Je ne me suis pas assise. Je ne voulais pas être plus basse qu'eux. Où est mon argent, ai-je demandé, ma voix coupant le silence de la pièce. Et pourquoi parlons-nous de divorce devant mes parents? Thomas a ricané. Il s'est approché de la table basse et a pris une liasse de papier. Toujours une question d'argent avec toi, n'est-ce pas, a-t-il ricané. Tu es tellement transactionnel. C'est pour cela que ce mariage est mort. Tu es froide, Clara. Tu es comme une branche desséchée. L'insulte a frappé exactement là où il le souhaitait. Ma main s'est posée instinctivement sur mon ventre, sur l'espace vide où se trouvait autrefois mon utérus. Je t'ai soutenu pendant 20 ans, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. J'ai construit cette vie. J'ai construit cette maison. Et c'est justement là, a interrompu Thomas en agitant les papiers, tout le problème. Nous vivons sous le régime de la communauté de biens, Clara. Ou as-tu été trop occupé à choisir des coussins pour lire la loi? Il a fait un pas de plus vers moi, envahissant mon espace personnel. Tout ce que tu as construit pendant notre mariage est à nous, la moitié des comptes, la moitié de la maison. Et, il a fait une pause dramatique, un sourire cruel sur les lèvres. Point la moitié de ton entreprise. Mon sang s'est glacé. Le cabinet de design était le travail de ma vie. C'était la seule chose qu'il me restait. Tu n'oserais pas, ai-je chuchoté. Tu ne connais rien au design. Tu le ruinerais. Je ne veux pas le gérer, a ri Thomas. Je veux juste récupérer ma part. Je veux ma compensation pour toutes ces années gâchées. Ma mère est alors intervenue, posant sa tasse de thé avec un cliquetis. Clara, ma chérie, ne rends pas les choses difficiles, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Thomas a été très patient avec toi. Un homme a des besoins. Un homme a besoin d'une descendance. Tu n'as pas pu la lui donner. Il est tout à fait juste que tu lui assures une sécurité financière. J'ai tourné brusquement la tête vers elle. Juste? Maman, il me vole. Il essaie de détruire mon entreprise. C'est ton mari, a grogné mon père, sans lever les yeux de son magazine. Où il l'était. Tu aurais dû faire plus d'efforts pour le garder heureux. Si tu passais moins de temps au bureau et plus de temps à la maison, nous n'en serions pas là. J'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. Il me blâmait. Mes propres parents étaient assis dans mon salon en train de me reprocher la cupidité de mon mari. Je veux qu'il parte, ai-je dit en pointant la porte du doigt. Thomas, sors de chez moi immédiatement. Thomas n'a pas bougé. Il a juste souri, croisant les bras. Je ne vais nulle part, Clara. C'est notre domicile conjugal. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Et de plus, il a regardé vers le couloir menant à la suite d'invités. Point, nous avons une invitée qui a besoin de confort. Chloé, ai-je demandé. Elle est encore là? Pourquoi est-elle impliquée là-dedans? L'expression de Thomas a changé. La cruauté demeurait, mais mêlée à une sorte de fierté écœurante. Parce que, a-t-il dit doucement, elle a quelque chose que tu n'as pas. Elle a un avenir. J'ai regardé mes parents. Ils refusaient de croiser mon regard. Ma mère étudiait ses ongles. Mon père s'intéressait soudainement beaucoup à la cheminée. Qu'est-ce qui se passe, ai-je exigé. Mon cœur tambourinait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Où est ma sœur? Je suis juste là, Clara. La voix venait du couloir. Je me suis retourné et tout s'est arrêté. La colère, la peur, la confusion, tout s'est condensé en un seul moment de pure horreur. Chloé se tenait là. Elle ne portait pas ses vêtements. Elle portait mon peignoir en soie, celui qui coûtait si cher et que j'avais acheté en Italie. Aber, ce n'était pas le peignoir qui m'a fait étouffer un cri. C'était sa posture. Sa main était posée de manière protectrice sur son ventre.
Un ventre qui était juste assez arrondi pour être visible sous la soie. Elle était enceinte. Et en regardant le visage de Thomas, ce regard de fierté, de possession. Je n'avais pas besoin de test ADN. Je n'avais pas besoin d'aveu. Les 15 000 $ pour la clinique de fertilité, les chuchotements secrets, le divorce, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, formant une image si grotesque que j'ai eu envie de vomir. Chloé est entrée dans la pièce, ses mouvements lents et exagérés, comme si elle portait un joyau de la couronne plutôt qu'une trahison. Elle a esquissé un sourire narquois, ses doigts traçant des cercles sur la petite rondeur sous la soie. Surprise, a-t-elle demandé d'une voix légère et aérienne. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Mon cerveau était en court-circuit. Ma sœur, mon mari. Comment ai-je enfin réussi à articuler? Tu viens de te marier hier avec Lucas. Chloé a éclaté de rire, jetant sa tête en arrière. Oh, Clara. Lucas. Lucas n'est qu'un faire-valoir. Il est gentil, mais il est fauché. Et franchement, il est ennuyeux. Nous avions besoin du mariage pour les apparences. En plus, c'est toi qui payais, alors pourquoi ne pas faire une grande fête? Elle s'est approchée de Thomas. Il a tendu le bras et a enroulé sa main autour de sa taille, la serrant contre lui. Il a ricané et a posé sa main sur son ventre, juste au-dessus de la sienne. L'intimité de ce geste a été comme un coup physique. Lucas ne savait pas pour le bébé, ai-je demandé, me sentant défaillir. Lucas pense que c'est le sien, a répondu Thomas à sa place. Pour l'instant. Nous nous occuperons de lui plus tard. Il ne s'agit pas de Lucas. Il s'agit de nous. Nous, ai-je chuchoté. Cela fait 2 ans que nous sommes ensemble, Clara, a dit Chloé en me regardant avec pitié. Depuis cette fête de Noël que tu étais trop occupée à organiser correctement. Thomas se sentait seul. J'étais disponible. 2 ans. Pendant 2 ans, il m'avait menti en face, mangeant à ma table, prenant mon argent. Chloé avait planifié tout son mariage avec mes fonds tout en couchant avec mon mari. Et le bébé, ai-je pointé un doigt tremblant vers son ventre. Une effivée, a dit fièrement Thomas. Nous voulions être sûrs. Nous voulions un garçon, et nous en avons un. La clinique l'a confirmé la semaine dernière. C'est mon argent, ai-je hurlé. La rage a finalement brisé le choc. Tu as utilisé mon argent pour mettre ma sœur enceinte. J'ai utilisé notre argent pour assurer ma descendance, a corrigé Thomas d'un ton sec. Quelque chose que tu as été incapable de faire. J'ai eu une maladie grave, ai-je hurlé. J'ai subi une hystérectomie. J'ai failli mourir. C'est triste, a dit Chloé en tirant sur un fil lâche de mon peignoir. Mais Thomas mérite d'être père. Tu ne peux pas être égoïste, Clara. Tu as la carrière. Tu as l'argent. Laisse-moi avoir cela. Laisse Thomas l'avoir. Vous êtes répugnant, ai-je craché. J'ai fait un pas vers Chloé. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Peut-être la gifler, peut-être lui arracher mon peignoir du corps. Mais avant que je ne puisse m'approcher, Thomas m'a poussé. Ce n'était pas une petite poussée amicale. C'était un coup violent et brutal sur ma poitrine. J'ai trébuché en arrière, mes talons se prenant dans le tapis. Je suis tombé lourdement sur le sol, l'impact me secouant la colonne vertébrale. Ne t'avise pas de la toucher, a grogné Thomas, se tenant au-dessus de moi. Son visage était déformé par l'agressivité. Elle porte mon fils. Elle vaut 10 fois plus que toi. J'ai levé les yeux vers lui depuis le sol. Cet homme qui avait juré de me protéger. Tu m'as frappé, ai-je chuchoté. Je protège ma famille, a-t-il dit. Ma vraie famille. J'ai regardé mes parents. C'était sûrement la limite à ne pas franchir. Sûrement, voir leur gendre pousser leur fille aînée au sol allait les faire réagir. Maman. Papa, ai-je supplié. Vous avez vu ça? Mon père s'est raclé la gorge. Tu t'en prenais à elle, Clara. Thomas ne faisait que la défendre. La défendre, me suis-je écrié, des larmes coulant désormais sur mon visage. Elle couche avec mon mari. Elle est enceinte de lui. C'est de l'inceste. C'est malade. C'est hors norme, a dit ma mère en lissant sa jupe. Aber, ces choses-là arrivent.
Et honnêtement, Clara, regarde le bon côté des choses. Le bébé fera partie de la famille. Ce sera ton neveu. Tu pourras être sa tante. Tu es doué pour cela. Tu pourras lui acheter des choses. La pièce s'est mise à tourner. Lui acheter des choses, ai-je répété. C'est tout ce que je suis pour vous. Un portefeuille. Ne sois pas dramatique, a dit Chloé en se blottissant contre Thomas. Nous te donnons une chance d'être impliqué. Thomas et moi allons être ensemble. Nous allons élever ce bébé, et puisque tu as cette grande maison vide avec toutes ces chambres inutilisées, elle a regardé autour du salon, les yeux brillants de cupidité. Point nous pensons qu'il est préférable que nous l'élevions ici. C'est un bon environnement pour un enfant. J'ai compris à cet instant quel était leur objectif final. Ils ne voulaient pas seulement l'argent. Ils voulaient ma vie. Ils voulaient me remplacer complètement. Chloé voulait être la maîtresse de ma maison, l'épouse de mon mari, la mère de l'enfant que je ne pouvais pas avoir. Et ils s'attendaient à ce que je paye pour cela. Je suis resté assise sur le sol, le tapis perçant m'écorchant les paumes. De cette position basse, il ressemblait à un tribunal grotesque, le mari adultère, la sœur traîtresse et les parents qui m'avaient vendu pour un petit-fils. Vous voulez la maison, ai-je demandé doucement, en me relevant. Ma hanche me lançait là où j'avais atterri. C'est ce qui est le plus logique, a dit ma mère en hochant la tête avec empressement. Chloé a besoin de stabilité. Et toi? Eh bien, tu travailles toujours, a ajouté Thomas. Tu pourrais prendre un appartement en ville, quelque chose de plus petit, plus facile à entretenir. De plus, la pension alimentaire et la prestation de soutien que je vais te demander seront substantielles. Si tu nous laissais garder la maison, je serais peut-être moins exigeant sur les liquidités. Une pension alimentaire, j'ai ri, d'un rire hystérique et saccadé. Ce n'est pas mon enfant. Mais je suis ton mari, a souri Thomas. Et jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mes dettes sont tes dettes. Mes dépenses sont tes dépenses. Et élever un héritier, ça coûte cher. Tu es délirant, ai-je dit en époussetant mon pantalon. Je ne vous donne pas ma maison. Je ne vous donne pas un centime. Je vais appeler mon avocat et je vais vous détruire. L'atmosphère dans la pièce a changé. Mon père s'est levé. Ce n'était pas un homme grand, mais il avait une façon de vous regarder avec déception qui vous faisait vous sentir tout petit. Clara, a-t-il dit sévèrement. Ne sois pas vindicative. Cela ne te ressemble pas. Vindicative? Papa, il me dépouille. C'est ta sœur, a-t-il crié, le visage rouge. Chloé est ta sœur. Elle porte l'avenir de cette famille. Tu as tout, Clara. Tu as la belle voiture, l'entreprise, les honneurs. Chloé n'a rien. Elle a lutté toute sa vie. Elle a lutté parce qu'elle est paresseuse, ai-je crié en retour. Elle a lutté parce que vous l'avez assistée. Elle a lutté parce qu'elle n'a pas eu ta chance, a hurlé ma mère. Tu es née sous une bonne étoile, Clara. Tout te réussit facilement. Tu te dois d'aider ta sœur. La chance. Ils appelaient de la chance des journées de travail de 18 heures. Ils appelaient de la chance les ulcères, le stress et les nuits blanches. J'en ai fini de vous aider, ai-je dit, ma voix tremblant de finalité. Je vous coupe les vivres. À tous. Plus de paiement de cartes de crédit. Plus d'aide pour l'hypothèque. Plus de fonds pour le mariage. Vous êtes livré à vous-même. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Chloé a regardé Thomas, l'inquiétude brillant dans ses yeux pour la première fois. Thomas a fait un pas en avant. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi bien. Si tu fais ça, a dit Thomas, sa voix descendant dans un grondement sourd et dangereux, je détruirai ta réputation. Je dirai à tout le monde que tu étais abusive, que tu m'as refusé des enfants, que tu es instable. Vas-y, les jeux défiés. Qui te croira? Tout le monde, est intervenu Chloé, parce que je l'appuierai. Et maman et papa aussi. J'ai regardé mes parents. Vous mentiriez pour lui contre moi. Ma mère a détourné le regard. Nous devons penser au bébé, Clara. Le bébé a besoin de ressources. C'était là. La trahison ultime. Ils étaient prêts à détruire ma réputation, ma carrière et ma vie juste pour s'assurer que leur enfant chéri et son précieux bébé vivent dans le luxe.
Sortez, ai-je chuchoté. Sortez tous de chez moi. Thomas a ri. Je ne pense pas, non. Comme je l'ai dit, c'est mon domicile conjugal et Chloé est mon invitée. Si quelqu'un doit partir, Clara, c'est toi. Pardon? Tu es hystérique, a dit calmement Thomas. Tu fais peur à Chloé. Tu mets le bébé en danger. Si tu ne pars pas volontairement, j'appelle la police et je leur dis que tu as agressé une femme enceinte. J'ai des témoins. Il a désigné mes parents. Mon père a hoché la tête d'un air sombre. Idéalement, tu devrais aller te calmer quelque part, Clara. Ma mâchoire est tombée. Ils étaient en train d'organiser un coup d'état dans mon propre salon. Vous me mettez dehors de la maison que j'ai achetée? Nous te demandons de partir pour la sécurité de la famille, a corrigé Thomas. Il s'est approché de la porte et l'a ouverte. Fais une valise, Clara. Va à l'hôtel. Nous laisserons les avocats se parler lundi. J'ai regardé ce front uni. Ce mur de cupidité et d'arrogance. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne pouvais pas gagner ce combat ce soir. J'étais en minorité. J'étais brisé émotionnellement. Et si la police venait, mes parents mentiraient et je finirais en garde à vue. Très bien, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Je pars. Je suis monté à l'étage comme un zombie. Je sentais leur regard dans mon dos. J'entendais Chloé ricaner dès que j'ai tourné le coin du couloir. Je suis entré dans la chambre, la pièce que j'avais décorée avec tant de soin. Les rideaux sur mesure, le tapis tissé à la main, les œuvres d'art que j'avais ramenées de mes voyages. Tout me semblait souillé à présent. J'ai attrapé une petite valise dans le placard. Mes mains tremblaient tellement que je parvenais à peine à faire glisser la fermeture éclair. J'ai jeté dedans tout ce que j'ai pu trouver, des sous-vêtements, quelques chemises, mon ordinateur portable, mes chargeurs. J'ai regardé le coffre-fort dans le coin du placard. J'ai hésité. Devais-je l'ouvrir? Non. Thomas connaissait le code. Si je l'ouvrais maintenant, il pourrait entendre le bip. Il pourrait monter et me prendre tout ce que j'en sortirais. Je devais être intelligente. Je devais être stratégique. J'ai refermé la valise. J'ai pris mon sac à main. J'ai vérifié mes clés de voiture. En redescendant, le salon était silencieux. Ils attendaient que je parte pour pouvoir célébrer. Thomas se tenait près de la porte d'entrée, la tenant ouverte. Il ressemblait à un videur de boîte de nuit mettant dehors un client ivre. « Laisse les clés de la maison », a-t-il dit. « Tu es sérieux. Laisse-les. Je ne veux pas que tu reviennes en douce et que tu stresses Chloé. » J'ai décroché la clé de la maison de mon trousseau et je l'ai laissée tomber dans sa paume tendue. C'était comme lui remettre une partie de mon âme. « Sois intelligent », a-t-il dit. « Ne t'inquiète pas, nous prendrons bien soin de l'endroit. » Chloé a déjà des idées de décoration. Elle trouve que le beige est un peu terne. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas me faire confiance pour parler. Je suis passé devant lui pour sortir dans l'air frais de la soirée. Il avait commencé à pleuvoir. Évidemment. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une Mercedes noire élégante garée dans l'allée. C'était la seule chose qui me semblait sûre en ce moment. Au moment où j'ai ouvert la portière, j'ai l'air d'avoir entendu la porte d'entrée de la maison claquer violemment. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Je me suis assise sur le siège conducteur, j'ai verrouillé les portières et j'ai simplement respiré. La pluie tambourinait contre le toit. J'ai levé les yeux vers la maison. Les lumières étaient allumées dans le salon. Je pouvais voir des ombres bouger. Ils étaient là-dedans, mangeant ma nourriture, buvant mon vin, planifiant leur avenir avec mon argent. Mes parents étaient probablement en train de s'extasier devant le ventre de Chloé. Thomas était probablement en train de se verser un verre de scotch. Mon Macallan millésimé. J'ai senti un cri monter dans ma poitrine, un cri primaire de rage et de douleur. Mais je l'ai ravalé. Crier n'aiderait pas. Crier ne ferait que buer les vitres. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé dans l'allée. J'ai roulé dans la rue, les essuie-glaces balayant le pare-brise comme un métronome. Où allais-je? Je ne pouvais pas aller chez un ami. J'avais trop honte. Comment dire à ses amis que son mari vous a quitté pour votre sœur enceinte et que vos parents l'ont aidé à le faire? C'était trop humiliant.
J'ai conduit jusqu'à un hôtel du centre-ville, pas un hôtel de luxe. Je ne voulais croiser personne que je connaissais. J'ai choisi un hôtel d'affaires ordinaire près de l'aéroport. L'enregistrement s'est fait dans un brouillard. La réceptionniste m'a souri, me demandant si j'étais en ville pour affaires ou pour le plaisir. Pour affaires, ai-je répondu automatiquement. Des affaires de survie. Elle a eu l'air confuse mais m'a tendu la carte d'accès. Je suis entré dans la chambre beige avec ses tableaux sans âme et ses draps rigides. J'ai déposé ma valise sur le sol et je me suis assise sur le bord du lit. J'avais 48 ans. J'étais la directrice générale d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Et j'étais sans abri. J'étais seul. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond en crépi. Les larmes sont enfin venues. Des larmes chaudes et de colère qui me brûlaient la peau. J'ai pleuré pour le bébé que je n'avais jamais eu. J'ai pleuré pour ce mariage qui n'était qu'un mensonge. J'ai pleuré pour la sœur que j'avais aimée et les parents qui m'avaient trahi. J'ai pleuré jusqu'à ce que je sois vide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une douleur sèche et creuse. Et puis, dans le silence de cette chambre d'hôtel, quelque chose a basculé. La victime en moi, la Clara triste, infertile et invisible, a commencé à s'effacer. Et à sa place, la directrice générale s'est avancée. Je me suis assise. J'ai essuyé mon visage. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir dépouillé de tout. Ils me croyaient faible. Mais ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais pas seulement un chéquier. J'étais un requin. J'avais bâti un empire à partir de rien. J'avais négocié des contrats avec des promoteurs impitoyables. Je gérais des crises pour gagner ma vie. Thomas pensait tout savoir de nos finances. Il pensait que la communauté de biens était une baguette magique qui lui donnerait la moitié de mon royaume. Mais Thomas était paresseux. Il n'avait jamais lu les petits caractères, et il avait oublié l'année 1998. J'ai arrêté de pleurer. Pleurer est réservé aux personnes qui n'ont pas d'options. J'avais des options. J'avais un cerveau et j'avais une mémoire qui se réveillait lentement du brouillard du traumatisme. Je suis au courant d'être allé dans la salle de bain et d'avoir aspergé mon visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir sous la lumière fluorescente crue. Mes yeux étaient rouges. Mon mascara était étalé. Mais ma mâchoire était serrée. Bon, Clara, ai-je chuchoté à mon reflet. Réfléchis, analyse, élabore une stratégie. Je suis retourné au bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne me suis pas connecté à mon compte bancaire. Je savais que c'était une scène de crime. À la place, je me suis connecté à mon espace de stockage sécurisé sur le cloud, celui dont Thomas ne connaissait pas le mot de passe. J'ai commencé à faire défiler des fichiers datant d'il y a des années. Thomas était arrogant. Son arrogance était sa meilleure arme, mais c'était aussi sa faille fatale. Il supposait que parce que nous étions mariés, il me possédait. Il supposait que parce que j'étais généreuse, j'étais stupide. Il supposait que la maison dans laquelle nous vivions était un bien conjugal. J'ai trouvé le dossier intitulé « Document juridique personnel permanent ». Ma main a cessé de trembler lorsque j'ai cliqué pour l'ouvrir. Il était là, un document PDF datant d'il y a 20 ans, la fiducie irrévocable Clara Dubois. Je me suis souvenu du jour où je l'avais signé. J'avais 28 ans. Mon entreprise commençait tout juste à décoller. J'avais un mentor à l'époque, le père de mon ami Nicolas, un avocat redoutable nommé Monsieur Mercier. Clara, m'avait-il dit en faisant tourner son cognac dans son verre. Tu as un grand cœur. Tu donnes trop. Un jour, quelqu'un va essayer de tout te prendre. Un homme, un membre de ta famille, un procès. Tu devais te protéger de ta propre générosité. Il m'avait fait créer cette fiducie, une fiducie irrévocable. J'y avais placé le capital initial de l'entreprise. Et, détail crucial, lorsque j'avais acheté la maison il y a 5 ans, je ne l'avais pas achetée en mon nom propre. Je l'avais achetée au nom de la fiducie. J'ai parcouru le document, mes yeux dévorant le jargon juridique. Bénéficiaire, Clara Dubois. Fiduciaire, Nicolas Mercier. Le fils de Monsieur Mercier, mon vieil ami. Clause 4.2, les actifs détenus au sein de la fiducie ne sont pas soumis au partage des biens conjugaux. J'ai senti un sourire se dessiner au coin de mes lèvres. C'était un sourire froid et dangereux.
S'agissant d'une fiducie irrévocable, les actifs ne m'appartenaient techniquement pas. Ils appartenaient à l'entité de la fiducie, ce qui signifiait qu'ils n'appartenaient certainement pas à Thomas. Et puis j'ai ouvert un autre fichier, le contrat de mariage. Thomas l'avait signé la veille de notre mariage. Il était tellement pressé de m'épouser, tellement impatient d'accéder à mon niveau de vie qu'il ne l'avait même pas lu correctement. Il avait qualifié cela de « paperasse peu romantique » et avait griffonné sa signature juste pour que je me taise. J'ai lu la clause d'infidélité. Si l'une des parties s'avère avoir commis un adultère entraînant la conception d'un enfant en dehors du mariage, toute demande de pension alimentaire est nulle et non avenue. J'ai ri. Un rire fort et tranchant qui a résonné dans la chambre d'hôtel vide. Thomas n'avait pas seulement triché. Il avait mis ma sœur enceinte. Il venait de me remettre l'arme du crime sur un plateau d'argent. Je n'étais pas sans défense. J'étais armé. Il voulait la guerre. Je leur offrirais un hiver nucléaire. J'ai pris mon téléphone. Il était 23 heures. Mais je savais qui appeler. J'ai composé le numéro de Nicolas Mercier. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Clara, tout va bien ?»« Non, Nicolas, » ai-je dit, ma voix calme et claire. « Tout va mal, mais je suis sur le point d'y remédier. J'ai besoin que tu ressortes les documents de la fiducie, et j'ai besoin d'un expert comptable judiciaire. » Un expert comptable judiciaire ? Nicolas semblait désormais bien réveillé. « Pourquoi ? » Parce que, ai-je dit, regardant la pluie couler sur la vitre. Mon mari vient de me voler 15 000 $. Et j'ai l'impression que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Je veux savoir où est allé chaque centime ces 5 dernières années. Clara, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réveillé le dragon qui dort, Nicolas. Je vais les réduire en cendres. Je vais récupérer la maison, l'argent et l'entreprise. Et je vais les laisser sans rien, juste avec leur présence mutuelle. Je te suis, a dit Nicolas sans hésitation. Retrouve-moi à mon bureau à 8 heures demain. J'ai raccroché. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Quelque part dehors, dans ma maison, Thomas et Chloé étaient probablement en train de fêter cela. Ils pensaient avoir gagné au loto. Ils s'imaginaient que j'étais une femme brisée pleurant dans une chambre d'hôtel. Qu'ils le croient. Qu'ils s'installent confortablement. Qu'ils déballent leurs cartons et choisissent les couleurs de la chambre du bébé. Parce que quand je reviendrai, je ne reviendrai pas seulement pour mes vêtements. Je reviendrai pour que justice soit faite. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel. La rigidité inhabituelle du matelas m'a rappelé instantanément que ma vie venait d'imploser. Masse en fixant le tableau abstrait générique sur le mur, je n'ai pas ressenti le poids écrasant du chagrin auquel je m'attendais. À la place, j'ai senti une précision froide et chirurgicale s'emparer de mon esprit. Le temps des larmes était révolu. Le temps de l'audit avait commencé. Je me suis habillé d'un tailleur pantalon gris anthracite, celui que je réservais habituellement pour les rachats d'entreprises hostiles ou le licenciement de cadres supérieurs. J'ai tiré mes cheveux en un chignon strict. Quand je me suis regardé dans le miroir, la femme qui me faisait face n'était pas une épouse au cœur brisé. C'était une directrice générale se préparant à liquider un actif défaillant. Je me suis rendu directement au bureau de Nicolas Mercier. Nicolas n'était pas seulement mon avocat. C'était la seule personne au monde qui savait où les corps étaient enterrés, financièrement parlant. Il me mettait en garde contre Thomas depuis des années. Des allusions subtiles au cours de dîner que j'avais bêtement ignorées, aveuglé par mon désir d'avoir une famille heureuse. Lorsque je suis entré dans sa salle de conférence, l'air était chargé de l'odeur du café cher et du vieux papier. Nicolas était déjà là, flanqué d'un homme que je ne connaissais pas. Cet homme était petit, portait des lunettes à monture métallique et avait le genre de regard intense et fixe qui vous donnait envie d'avouer des crimes que vous n'aviez pas commis. « Clara » a dit Nicolas, sans perdre de temps en politesse. « Voici Antoine Bernard. C'est un expert comptable judiciaire. J'ai pris la liberté de l'appeler hier soir après notre appel. Il fouille le serveur de ton entreprise depuis 3 heures du matin. » Et, ai-je demandé en m'asseyant. Je n'ai pas demandé si c'était grave. Je savais que c'était grave. J'avais juste besoin de connaître le rayon de l'impact. Antoine Bernard a tourné son ordinateur portable. L'écran affichait un tableur, un océan de chiffres, masse des lignes rouges traversaient l'écran comme des projections de sang.
Madame Dubois, a commencé Bernard, d'une voix sèche et dénuée d'émotion. Votre mari ne se contentait pas de prélever un peu d'argent en surface. Il perçait un trou au fond du bateau. Il a pointé du doigt une colonne intitulée Paiement des fournisseurs. Est-ce que vous connaissez une entreprise appelée Azure Consulting Group? J'ai secoué la tête. Non. Nous utilisons Azure Logistique pour le transport, mais pas de conseil. Exactement, a dit Bernard. C'est une fraude classique par imitation. Il a créé une société écran avec un nom similaire à celui d'un fournisseur légitime pour que le service de comptabilité ne signale rien. Au cours des 24 derniers mois, votre entreprise a versé à Azure Consulting des honoraires de 4 500 $ par mois. J'ai fait le calcul rapidement dans ma tête. Cela fait plus de 100 000 $. 108 000 $, plus des factures de frais divers, a corrigé Bernard. Mais c'est là que cela devient intéressant. J'ai retracé le numéro d'acheminement d'Azure. Il ne mène pas à un compte d'entreprise. Il mène à un compte chèque personnel dans le Nevada. Il a cliqué sur une touche et l'image scannée d'une carte de signature bancaire est apparue à l'écran. Ma respiration s'est coupée. Je connaissais cette écriture. Elle était bouclée, enfantine, avec des cœurs sur les i. Chloé, ai-je chuchoté. Votre sœur est la seule signataire du compte, a dit Nicolas d'une voix dure. Thomas approuve les factures. L'entreprise vire l'argent et Chloé le retire. C'est une conspiration, Clara. Une conspiration documentée qui relève du délit fédéral. J'ai ressenti une vague de nausée. Ce n'était pas seulement qu'ils couchaient ensemble. Ils étaient partenaires commerciaux dans la destruction de ma vie. Chaque fois que je m'étais plainte à Chloé du stress du travail, des marges serrées, elle avait hoché la tête avec sympathie, alors que c'était elle qui me saignait à blanc. Il y a plus, a dit Bernard. Il n'offrait pas de réconfort. Il offrait des données. J'ai examiné les retraits du compte de Chloé, le loyer d'un appartement de luxe en centre-ville, des versements à une clinique de fertilité haut de gamme commencés il y a 6 mois, et des transferts substantiels vers une entité appelée Cercle d'Or. Qu'est-ce que le Cercle d'Or? Ai-je demandé. Une plateforme de jeu en ligne, a dit Bernard. Il semble que votre mari ait un problème de jeu important. Il utilise votre sœur pour blanchir l'argent de votre entreprise afin de payer ses bookmakers. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec un cliquetis écœurant. Les sautes d'humeur de Thomas. Ses nuits tardives au bureau. Son besoin soudain et désespéré d'argent. Ce n'était pas seulement un mari infidèle. C'était indépendant. Et il avait entraîné ma sœur dans son addiction, l'utilisant comme intermédiaire. Il est désespéré, a noté Nicolas en regardant les chiffres. Regarde les dates. Les transferts sont de plus en plus importants et fréquents. Il court après ses pertes. C'est pour cela qu'il a demandé le divorce maintenant. Il a besoin d'un versement unique pour couvrir une dette avant qu'on ne lui brise les jambes. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un sourire sombre se dessinant sur mes lèvres. Donc, il n'est pas seulement cupide. Il est acculé. C'est un rat dans un piège. Nicolas a acquiescé. Et il pense que tu es le fromage. Pouvons-nous prouver tout cela, ai-je demandé. Je veux dire, le prouver suffisamment pour les faire incarcérer. Madame Dubois, a dit Bernard en esquissant enfin un mince sourire. J'ai les adresses IP. J'ai les signatures numériques. J'ai les relevés bancaires. Je pourrais faire condamner n'importe qui avec ces preuves. Thomas Dubois marche avec une cible dans le dos et c'est lui qui nous a tendu l'arme. Parfait, ai-je dit en me levant. Nicolas, prépare les papiers du divorce. Mais ne les dépose pas encore. Je veux qu'il signe ma version d'abord. Tu vas les confronter, a demandé Nicolas, l'air inquiet. Clara, ces gens sont désespérés. Thomas est acculé. Cela pourrait être dangereux. Je ne vais pas les confronter, ai-je dit en lissant ma jupe. Je vais les inviter à une fête pour célébrer leur victoire. Ils pensent avoir gagné. Je vais les laisser le croire. Je les veux détendus. Je les veux arrogants. Et puis, quand ils boiront mon champagne et compteront mon argent, je ferai tomber la guillotine. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état d'activité hyper concentré. J'étais un fantôme dans ma propre vie. Je restais à l'hôtel, mais j'étais partout. J'avais engagé un détective privé, un ancien policier nommé Lefebvre, pour suivre Thomas et Chloé.
J'avais besoin de savoir exactement ce qu'il faisait pendant qu'il squattait ma maison. Les rapports de Lefebvre étaient écœurants mais utiles. Il m'a envoyé des photos de Chloé conduisant ma Mercedes, celle que Thomas m'avait juré être au garage, pour se rendre dans une boutique pour bébé. J'ai vu des photos d'eux portant des sacs de vêtements, de jouets et de meubles de pépinière coûteux dans ma maison. Ils s'installaient. Ils dépouillaient ma maison de mon identité pour la remplacer par leur nouvelle réalité tordue. Mais la photo la plus accablante est privée le vendredi après-midi. Lefebvre m'a envoyé une photo de Thomas entrant dans un mont-de-piété en centre-ville. Il portait une petite boîte en velours. J'ai zoomé sur la photo sur mon téléphone. Mon cœur s'est arrêté. C'était la broche en émeraude de ma grand-mère. Ce n'était pas l'objet le plus cher que je possédais, mais c'était le plus sentimental. C'était la seule chose qu'il me restait de la femme qui m'avait élevé quand mes parents étaient trop occupés à choyer Chloé. Il vendait mon histoire pour payer son avenir. J'ai appelé le mont-de-piété immédiatement. J'ai décrit la broche. Le propriétaire, l'air méfiant, a confirmé qu'un homme venait de la mettre en gage pour $800. Ne la vendez pas, lui ai-je dit, la voix tremblant de rage. Cet objet est un bien volé. Je dépose une plainte à la police. Si vous la vendez, je vous poursuis pour recel d'objets volés. Le propriétaire a rapidement accepté de la garder. J'ai raccroché, ma main serrant le téléphone si fort que mes articulations étaient blanches. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il pouvait prendre l'argent, il pouvait prendre la maison, mais il ne prendrait pas ma grand-mère. J'ai appelé Nicolas. C'est l'heure. Organise cela pour samedi midi. Es-tu sûr de pouvoir gérer cela, Clara, a demandé Nicolas. Tu sembles à cran. Je ne suis pas à cran, Nicolas. Je suis aiguisé. Je suis prête à trancher. Je suis allé dans une boutique de reprographie et j'ai imprimé 3 jeux de documents, l'acte de fiducie, le contrat de mariage, l'audit judiciaire. Je les ai reliés dans des dossiers bleus à l'aspect innocent. Ensuite, je suis allé faire des courses. J'ai acheté une bouteille de Dom Pérignon. J'ai acheté une boîte de pâtisserie haut de gamme. Je voulais que cela ressemble à une reddition. Je voulais jouer le rôle de l'épouse vaincue et brisée à la perfection. J'ai envoyé un SMS à Thomas, j'en ai fini de me battre. Tu as gagné. Viens à la maison demain à midi. Je signerai tout ce que tu veux. Laisse-moi juste tourner la page. Il a répondu instantanément, enfin. Ne sois pas en retard. Cette nuit-là, allongé sur le lit d'hôtel, j'ai répété chaque réplique. J'ai anticipé chaque objection. J'ai visualisé le visage de Thomas, les larmes de Chloé, les excuses de mes parents. J'ai construit une forteresse autour de mes émotions. J'ai pensé au bébé, mon neveu. Cet être innocent pris dans ce filet de cupidité. Un pincement de tristesse m'a frappé. Il n'avait pas demandé à naître dans ce gâchis. Il n'avait pas demandé un père voleur et une mère parasite. Je suis désolé, petit ange, ai-je chuchoté dans le noir. Je ne peux pas te sauver de tes parents. Mais je peux m'assurer qu'ils ne fassent plus jamais de mal à personne d'autre. J'ai consulté le rapport d'audit une dernière fois. J'ai regardé les dettes de jeu. Thomas devait plus de $50 000 à un usurier d'Atlantic City. La date limite de paiement était la semaine suivante. C'était pour cela qu'il mettait mes bijoux en gage. C'était pour cela qu'il insistait pour avoir la maison. Il avait besoin d'actifs liquides et il en avait besoin immédiatement. Si je ne l'arrêtais pas, il aurait vidé les comptes de l'entreprise d'ici un mois. Il aurait détruit les moyens de subsistance de mes 50 employés. Il aurait brûlé tout ce que j'avais construit pour se tenir chaud. Je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour mes employés, pour mon héritage, pour la justice. La Clara victime était morte dans ce lit d'hôpital il y a 8 ans. La Clara qui se réveillait demain était l'exécutrice. Avant d'essayer enfin de dormir, j'ai fait une dernière erreur. J'ai ouvert Instagram. J'avais bloqué Chloé, mais j'avais créé un compte secondaire. J'avais besoin de voir le récit qu'il construisait. Et elle était là, une photo publiée il y a 2 heures. Elle avait été prise dans ma cuisine. Thomas se tenait derrière Chloé, ses mains sur son ventre de femme enceinte. Ils riaient tous les deux, tenant des tasses de chocolat chaud. La légende disait, enfin en train de construire un foyer rempli d'amour, pas seulement d'argent.
Ma mère avait commenté, tellement fière de vous deux pour avoir suivi vos cœurs. Dieu travaille de manière mystérieuse. Ma tante, magnifique. Tu mérites ce bonheur, Chloé. Des centaines de mentions, j'aime, des commentaires de gens que je connaissais, de gens que j'avais nourris, de gens que j'avais aidés. Ils célébraient tous mon effacement. Ils applaudaient la destruction de mon mariage comme s'il s'agissait d'une comédie romantique. De l'amour, pas seulement de l'argent. J'ai lu la légende à haute voix. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Ils se tenaient dans une cuisine payée avec mon argent, buvant du chocolat chaud acheté avec mon argent, portant des vêtements achetés avec mon argent, célébrant un bébé financé par mon argent volé. J'ai senti une larme couler sur ma joue, ma main s'est serrée de colère. J'ai installé mon téléphone sur le bureau de l'hôtel. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui n'était pas aveuglé par leurs mensonges. J'ai appuyé sur enregistrer. Je suis assise dans une chambre d'hôtel bon marché pendant que mon mari et ma sœur jouent à la famille dans la maison que j'ai construite, et je dis face caméra, ma voix tremblante mais gagnant en assurance. Ils pensent avoir gagné. Ils s'imaginent que parce que je suis restée silencieuse pendant 3 jours, je suis brisée. Ils ignorent que le silence n'est pas une reddition. Le silence, c'est le rechargement des armes. J'ai regardé directement l'objectif. Je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a des femmes qui se sont fait dire de s'asseoir et de se taire, de laisser la famille prendre ce qu'elle veut parce que la famille passe avant tout. Eh bien, demain, je vais leur montrer que la justice passe avant tout. J'ai pris une grande inspiration. Si vous écoutez toujours mon histoire, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela m'indique que vous êtes formidable et que vous m'accompagnez tout au long de ce voyage. Votre aide est un immense encouragement qui me pousse à aller de l'avant. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, écoutez la suite de mon histoire. J'ai arrêté l'enregistrement. Je ne l'ai pas publié, pas encore. Je l'ai enregistré. Cela ferait partie de mon documentaire un jour. Samedi à 11 h, je suis arrivé à la maison avec 1 heure d'avance. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'ai remonté l'allée à pied, en évitant les caméras de sécurité que Thomas surveillait probablement. J'ai utilisé la clé d'urgence cachée à l'intérieur de la fausse tête d'arroseur dans le jardin. Un autre secret que Thomas était trop paresseux pour remarquer. La maison était silencieuse, mais elle sentait mauvais. Elle sentait la pizza rassis et le déodorant bon marché de Thomas essayant de masquer l'odeur des diffuseurs de lavande que j'utilisais toujours. J'ai traversé les pièces. Ils avaient déjà commencé à changer des choses. Mes vases antiques avaient disparu, remplacés par des plaques kitsch, live, log, love. Il y avait des cartons partout étiquetés, chambre de bébé. Je suis allé dans la salle à manger. J'ai dressé la table non pas pour un repas, mais pour une négociation. J'ai placé les 3 dossiers bleus en bout de table. J'ai placé la bouteille de Dom Pérignon au centre, à côté de la boîte de pâtisserie. Je m'y suis assise et j'ai attendu. À 11h55, j'ai entendu des voitures arriver dans l'allée. Des rires, des voix. La porte d'entrée s'est ouverte. Allô, la voix de Thomas a résonné. Clara, tu as intérêt à être là. Dans la salle à manger, ai-je appelé. Ils sont entrés. C'était un défilé d'arrogance. Thomas ouvrait la marche, fier comme un coq dans un poulailler. Chloé dondonnait derrière lui, portant une robe blanche moulante qui ressemblait étrangement à une robe de mariée de maternité. Mes parents suivaient, portant des ballons. Des ballons bleus. C'est un garçon. Ils organisaient une fête de révélation du sexe lors de la signature de mon divorce. Clara. Ma mère s'est avancée, essayant de me serrer dans ses bras. Je suis restée assise, le corps rigide. Elle s'est heurtée à ma froideur glaciale et a reculé, l'air embarrassé. Nous avons pensé faire une journée festive puisque nous sommes tous en famille. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils ont pris place. Chloé s'est assise en bout de table, en face de moi. Thomas s'est assis à ma droite, s'attribuant la place du pouvoir. Mes parents ont comblé les côtés. Alors, a dit Thomas en se frottant les mains. Tu te montres enfin raisonnable. Je savais que tu viendrais à la raison. Tu es une femme d'affaires intelligente, Clara. Tu sais quand limiter tes pertes. C'est vrai, ai-je dit doucement.
C'est tout à fait vrai. Tu as apporté le chèque, a demandé Chloé, lorgnant le champagne. Et l'acte? Nous voulons commencer les travaux de la chambre du bébé lundi. J'ai tout apporté, ai-je dit en tapotant les dossiers. Mais d'abord, un toast. J'ai fait sauter le bouchon du champagne. Le bruit a fait sursauter mon père. J'ai versé 5 verres. Je n'en ai pas versé pour Chloé, évidemment, mais Thomas a attrapé son verre avec avidité. Au nouveau départ, ai-je dit en levant mon verre. À la famille, a ajouté ma mère, les larmes aux yeux. À la guérison, au bébé, a dit Chloé en se caressant le ventre. Mon petit miracle. Thomas a trinqué contre mon verre. À obtenir ce que nous méritons. J'ai pris une gorgée. Cela avait le goût de la victoire. Tu as raison, Thomas, ai-je dit en reposant le verre. Nous devrions tous obtenir exactement ce que nous méritons. J'ai ouvert le premier dossier. Thomas, tu as demandé la maison. Tu as dit que c'était un bien communautaire. Tu as dit que puisque nous y avons vécu pendant 5 ans, la moitié t'appartient. C'est la loi. C'est la loi, a dit Thomas, en se penchant en arrière, détendu. 50-50. Et l'entreprise, ai-je poursuivi, tu veux la moitié de la valorisation. J'ai contribué, a haussé les épaules Thomas. Je t'ai apporté un soutien moral. Je t'ai conseillé. C'est tout à fait vrai, ai-je dit. Et Chloé, tu veux une pension alimentaire et une prestation compensatoire? Thomas veut une prestation compensatoire, a corrigé Chloé. Moi, je veux juste la sécurité pour le bébé. Naturellement, ai-je dit. Tout tourne autour du bébé. J'ai regardé mes parents. Et vous aussi? Vous emménagez? Nous devons aider pour le bébé, a dit mon père, s'enfournant une pâtisserie dans la bouche. Et nous avons vendu notre logement. Nous avons donné l'argent à Thomas pour qu'il l'investisse. Alors, nous sommes un peu à court en ce moment. J'ai hoché la tête. Le tableau était complet. Ils avaient misé tout ce qu'ils avaient sur la combine de Thomas. Eh bien, ai-je dit, j'ai examiné toutes vos demandes et j'ai examiné la loi. Thomas a souri. Et j'ai réalisé, ai-je dit, ma voix baissant d'un ton, perdant toute chaleur, qu'il y a eu un terrible malentendu. Quel malentendu? Le sourire de Thomas a vacillé. Tu sembles penser que tu es en train de négocier avec ton épouse, ai-je dit. Mais ce n'est pas le cas. Tu es en train de négocier avec un créancier. J'ai fait glisser le premier dossier sur la table vers Thomas. Ouvre-le. Thomas a hésité. Il a regardé le dossier bleu comme s'il risquait de le mordre. Il l'a ouvert lentement. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Ce n'est pas le jugement de divorce. Non, ai-je dit. C'est le titre de propriété de la maison. Lis le nom du propriétaire, Thomas. Il a plissé les yeux. Fiducie Clara Dubois. Une fiducie, a demandé brusquement Chloé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit en me penchant en avant, que je ne possède pas cette maison, Thomas. C'est la fiducie qui la possède. Et sais-tu qui contrôle la fiducie? Pas moi. Un fiduciaire. Et sais-tu ce que disent les statuts de la fiducie concernant les occupants non autorisés? Thomas est devenu livide. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés. C'est un bien communautaire. Faux, ai-je dit. J'ai acheté cette maison avec les fonds de la fiducie, qui a été établie avant notre rencontre. C'est un bien propre. Il n'y a jamais eu de confusion de patrimoine. Tu as vécu ici en tant qu'invité. Et depuis ce matin, tes privilèges d'invité ont été révoqués. C'est un avis d'expulsion. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre les bulles éclater dans les verres de champagne. Une expulsion, a chuchoté ma mère. Clara, tu ne peux pas expulser ta sœur. Elle est enceinte. Je n'expulse pas ma sœur, ai-je dit calmement. La fiducie expulse un squatteur. C'est. Thomas a frappé du poing sur la table. Je vais te poursuivre. Je vais t'emmener au tribunal. Aucun juge ne jettera une femme enceinte à la rue. En fait, ai-je dit, un juge l'a déjà fait. J'ai fait signer l'ordonnance d'urgence ce matin. Vous avez 24 heures pour libérer les lieux.
Si vous n'êtes pas parti demain à midi, l'huissier viendra vous escorter dehors. Nous n'avons nulle part où aller, a hurlé Chloé. Nous avons tout vendu. Maman et papa ont vendu leur appartement. C'est ce qui s'appelle avoir un problème personnel, ai-je dit. J'ai fait glisser le deuxième dossier de l'autre côté de la table. Tu voulais la moitié de l'entreprise, Thomas. Tu as dit que tu avais aidé à la construire. Thomas m'a fusillé du regard, les yeux pleins de haine. C'est le cas. Je gérais les comptes. Nous viendrons au compte dans une minute, ai-je dit. Mais d'abord, parlons du contrat de mariage. Je n'ai pas signé de contrat, a menti Thomas. Ou si je l'ai fait, c'était sous la contrainte. Tu l'as signé 2 jours avant le mariage devant un notaire et ton propre avocat, lui ai-je rappelé. Et tu étais ravi de le signer parce que tu pensais que tu ne te ferais jamais prendre. Prendre à faire quoi? Clause 8C, ai-je dit. La clause de moralité. C'est une clause standard dans les contrats de mariage à actifs élevés. Thomas, elle stipule que si l'une des parties commet un adultère qui donne naissance à un enfant hors mariage, elle renonce à tout droit sur l'appréciation des actifs des biens propres. Thomas s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai pointé le ventre de Chloé. Cela, ai-je dit, est une rupture de contrat. Une rupture à $1 million. Chloé a regardé Thomas. Ses yeux étaient écarquillés par la panique. Thomas, de quoi parle-t-elle? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas l'argent de l'entreprise? Thomas n'a pas répondu. Il fixait le document, lisant les lignes encore et encore. Cela signifie, ai-je dit en répondant pour lui, que Thomas quitte ce mariage avec exactement ce avec quoi il y est entré, ce qui, si je me souviens bien, était une Honda Civic d'occasion et une carte de crédit au plafond. Non, a chuchoté Thomas. Non, cette clause est archaïque. Elle ne tiendra pas devant un tribunal. Et c'est pour voir, ai-je dit. Mon avocat, Nicolas Mercier, l'a rédigé. Il n'a jamais perdu un procès sur un contrat de mariage en 30 ans. Tu veux passer les 5 prochaines années devant les tribunaux, à dépenser de l'argent que tu n'as pas, à mener une bataille perdue d'avance? Vas-y. Tu as planifié cela. A sifflé Chloé. Tu nous as laissé faire ce bébé juste pour nous piéger. Je ne t'ai rien laissé faire, Chloé, ai-je rétorqué. Tu as couché avec mon mari. Tu as volé ma vie. Pensais-tu vraiment que j'allais simplement te tendre un chèque et te souhaiter bonne chance? Mais le bébé, s'est écrié mon père. Clara, punis Thomas si tu veux, masse Chloé et de ta famille. Le bébé est de ton sang. Tu dois subvenir à leurs besoins. Pourquoi, ai-je demandé? Parce que vous avez échoué à subvenir aux siens. Vous l'avez élevée pour qu'elle soit assistée. Vous l'avez élevée pour qu'elle soit un parasite. Et maintenant, elle a trouvé un nouvel hôte. Mais devinez quoi? Cet hôte est mourant. Je ne meurs pas, a hurlé Chloé. L'hôte, c'est moi, ai-je dit. Je vous coupe les vivres. À tous. Plus d'argent. Plus de sauvetage. Thomas s'est soudainement levé. Il a renversé sa chaise. Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. Tu te crois si maline, a-t-il ricané. Tu penses qu'un morceau de papier te protège? Je sais des choses, Clara. Je sais pour tes paradis fiscaux. Je sais pour les comptes à l'étranger. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te dénonce au fisc. Je l'ai dévisagé. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Oh, Thomas, ai-je dit doucement. J'espérais vraiment que tu aborderais la question des impôts. J'ai pris le 3e dossier, le plus épais. Parce que cela nous amène à la partie la plus intéressante de notre petite réunion. Les yeux de Thomas se sont tournés vers le dossier. Il a vu le logo sur la première page, cabinet d'expertise judiciaire Antoine Bernard. Son arrogance s'est évaporée instantanément. Il s'est rassis lourdement. Qu'est-ce que c'est, a-t-il chuchoté. Ceci, ai-je dit, est le relevé détaillé de chaque dollar que tu m'as volé au cours des 3 dernières années. Volé, a couiné Chloé. Thomas n'a pas volé. Il a touché des bonus. C'est ce qu'il t'a dit? J'ai ouvert le dossier. Est-ce qu'il t'a dit que les $4500 par mois qu'il virait à Azure Consulting étaient un bonus? Chloé est devenue livide. Elle a regardé Thomas.
Tu as dit que c'était ton salaire. Tu as dit que Clara l'avait approuvé. Je n'ai jamais approuvé un centime pour une société écran dans le Nevada, Chloé, ai-je dit. Et je ne t'ai certainement jamais approuvé comme signataire. J'ai sorti la copie d'un chèque. C'est ta signature, n'est-ce pas? Chloé tremblait. J'ai juste signé là où il me disait de le faire. Je ne savais pas. Cela s'appelle du blanchiment d'argent, Chloé, ai-je dit. Et complicité de détournement de fonds. C'est un délit criminel. Je me suis tourné vers Thomas. Il transpirait désormais à grosses gouttes. 250 000 $, ai-je dit. C'est le total, plus les 15 000 pour la clinique, plus les 40 000 que tu as envoyés au Cercle d'Or. Mes parents avaient l'air confus. Qu'est-ce que le Cercle d'Or, a demandé ma mère. C'est un casino en ligne, ai-je dit. Ton gendre n'est pas un investisseur, papa. C'est un joueur. Un joueur perdant. C'est un mensonge, a hurlé Thomas. Je faisais du trading. En pariant sur du blackjack virtuel à 3 heures du matin, ai-je demandé. J'ai les connexions, Thomas. J'ai les adresses IP. Tu as perdu l'argent. Et puis tu as volé mon entreprise pour payer tes dettes. Et comme cela ne suffisait pas, tu as volé la broche de ma grand-mère. Ma mère a étouffé un cri. La broche en émeraude de maman? Tu l'as vendue? Thomas a baissé les yeux vers la table. J'allais la racheter une fois le règlement du divorce obtenu. Tu l'as mise en gage pour 800 $, ai-je dit avec dégoût. Pour t'acheter une place dans une partie de poker. Tu es pathétique. Et alors quoi, a demandé Thomas, la voix basse et menaçante. Tu vas me poursuivre? Bonne chance pour récupérer l'argent. Je n'ai rien. Je sais que tu n'as rien, ai-je dit. C'est pour cela que je ne te poursuis pas pour de l'argent. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que justice soit faite. J'ai vérifié ma montre. 12h30. Qu'est-ce qui se passe à 12h30, a demandé Chloé, regardant autour d'elle avec nervosité. À 12h30, ai-je dit, la police arrive. Thomas a bondi de sa chaise. Tu as appelé les flics. Thomas s'était lancé à travers la table. Tout s'est passé comme au ralenti. Thomas tendant les mains vers moi comme des griffes, mon père hurlant, Chloé criant, mais il ne m'a jamais atteinte. La porte d'entrée a été enfoncée. Je l'avais laissée non verrouillée pour une bonne raison. Police. Que personne ne bouge. 3 policiers ont fait irruption dans la salle à manger, arme au poing. Thomas Dubois. Les mains là où je peux les voir. Thomas s'est figé à mi-chemin sur la table, une main renversant la bouteille de champagne. Elle s'est brisée sur le sol, le liquide moussant se répandant autour des ballons, c'est un garçon. Ne tirez pas, a crié Thomas en levant les mains. Elle est folle. Elle nous a invités ici. C'est un différend familial. L'officier de tête, un homme corpulent au visage sérieux, s'est s'approché de lui. Thomas Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, détournement de fonds et fraude électronique. Il a attrapé le bras de Thomas et lui a fait faire un demi-tour. Les menottes ont cliqué. Vous avez le droit de garder le silence. Chloé, a hurlé Thomas alors qu'on l'éloignait de la table. Appelle l'avocat. Appelle le type dont je t'ai parlé. Mais Chloé n'appelait personne. Elle essayait de se cacher sous la table. Chloé Miller, a dit le policier en la regardant. Veuillez vous lever. Non, sanglotait-elle. Je suis enceinte. Je n'ai rien fait. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour complicité et blanchiment d'argent, a dit l'officier. Levez-vous, madame. Ne nous forcez pas à utiliser la force. Clara. Chloé m'a regardé, le visage déformé par la terreur. Clara, dis-leur. Dis-leur que je ne savais pas. Je suis ta sœur. Je l'ai dévisagée. J'ai regardé la sœur qui avait couché avec mon mari, qui avait dépensé mon argent pour une chambre de bébé tout en complotant pour me jeter à la rue de ma propre maison. Tu as signé les chèques, Chloé, ai-je dit calmement. Tu as dépensé l'argent. Tu es adulte. Chloé a hurlé lorsqu'une policière l'a relevée et lui a passé les menottes devant son ventre. Maman, aide-moi. Ma mère sanglotait de manière hystérique, s'agrippant à mon père. S'il vous plaît,
officier. Elle va avoir un bébé. Vous ne pouvez pas l'emmener en prison. Elle sera enregistrée et examinée par un médecin, a dit l'officier. Mais elle vient avec nous. Ils les ont emmenés. Thomas jurait et proférait des menaces. Chloé hurlait comme une furie. Ma maison s'est soudainement remplie d'inconnus en uniforme. Ils prenaient des photos des documents sur la table. Ils mettaient l'ordinateur portable de Thomas sous scellé. Je me tenais dans un coin, observant tout cela. Je me sentais vide, mais c'était un bon vide. Le soulagement de voir enfin un cancer extirpé. Mon père s'est levé en tremblant. Il m'a regardé avec des yeux pleins de haine. « Tu es contente maintenant ?» a-t-il craché. « Tu as envoyé ta propre sœur en prison. Tu as détruit ta famille. »« Je n'ai rien détruit, papa, » ai-je dit. « J'ai juste sorti les poubelles. » La police a évacué les lieux vers 13 heures. Ils ont emporté les preuves, ils ont emmené les criminels, et ils m'ont laissé avec le silence. Mes parents ont été les derniers à partir. Ils ont refusé de me regarder en bouclant leurs valises. Ils ont appelé un taxi pour se rendre dans un motel. « N'espère pas avoir de nos nouvelles », a dit ma mère sur le pas de la porte, la voix tremblante de rage. « Tu es morte pour nous. Je suis morte pour vous depuis des années, ai-je dit. Vous ne l'aviez simplement pas remarqué parce que les chèques continuaient d'être encaissés. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Puis j'ai enclenché le peine dormant. Puis le système de sécurité. Je me suis laissé glisser sur le sol et je me suis assise là, dans le hall. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. Pour la première fois en 20 ans, l'air de ma maison me semblait pur. Mais la guerre n'était pas terminée. Les semaines suivantes furent un véritable ouragan juridique. La liberté sous caution a été refusée à Thomas. Le juge a examiné ses dettes de jeu, son absence de lien avec la communauté depuis que je l'avais expulsé, ainsi que l'ampleur de la fraude, et l'a considéré comme présentant un risque de fuite. Chloé a obtenu sa libération sous caution, payée par mes parents qui ont dû revendre leur voiture et résilier leur dernière police d'assurance vie. Elle a été confinée dans la chambre de motel avec eux, portant un bracelet électronique. Puis sont venus les appels téléphoniques. Le premier venait de la prison. Thomas. J'ai accepté l'appel parce que Nicolas m'avait dit de tout enregistrer. Clara, mon cœur, s'il te plaît, tu devais retirer ta plainte, la voix de Thomas était différente. L'arrogance avait disparu, remplacée par un ton désespéré et suppliant. Clara, s'il te plaît, je ne peux pas rester ici. Ils savent que je travaillais dans la finance. Ils s'imaginent que j'ai de l'argent. Je suis une cible. Tu ne travaillais pas dans la finance, Thomas, ai-je dit. Tu es un voleur. Je te donnerai tout, a-t-il supplié. Je signerai les papiers du divorce. J'avouerai la liaison devant le tribunal. Dis juste au procureur qu'il s'agissait d'un malentendu. Dis-leur que j'avais ton accord verbal. Je ne peux pas mentir à la police, Thomas. Ce serait un délit. Chloé va témoigner contre moi, a-t-il hurlé, la voix brisée. Elle négocie un accord. Elle leur dit que je l'ai forcé. Tu sais que c'est un mensonge. Elle voulait l'argent autant que moi. C'est elle qui voulait l'appartement de luxe. Je sais, ai-je dit. Et c'est pour cela qu'elle va tomber elle aussi. Mais merci de me le confirmer. J'ai raccroché. Le deuxième assaut est venu de l'avocat de Chloé. Elle plaidait la contrainte. Elle se peignait en victime naïve d'un homme plus âgé et manipulateur. Nicolas et moi nous sommes assis avec le procureur. Nous leur avons montré les SMS que j'avais récupérés sur le cloud, une sauvegarde de l'ancien téléphone de Thomas. Chloé, assure-toi de transférer les 5000 aujourd'hui. J'ai vu une poussette qui me plaît. Chloé, est-ce qu'elle a remarqué le retrait? MDR. Elle est tellement à l'ouest. Chloé, j'ai hâte qu'elle soit mise dehors pour qu'on puisse refaire la déco. Le procureur a lu les SMS. Il a regardé Nicolas. Parler de contrainte, c'est se moquer du monde. C'est elle la meneuse. Exactement, a dit Nicolas. Pas d'accord de négociation de peine pour elle non plus. Les complices de la famille se sont déchaînés. Ma tante a publié un long texte sur Facebook expliquant que j'étais une femme stérile et jalouse qui punissait sa sœur fertile. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement poursuivie en justice pour diffamation.
Nicolas a envoyé une mise en demeure si terrifiante qu'elle a supprimé son compte en moins d'une heure. Je démantelais méthodiquement leur réseau de soutien. Je les isolais. Un soir, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. C'était mon père. Il avait l'air vieux, brisé. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Nous n'avons plus de nourriture, » a-t-il dit. Il ne donnait plus d'ordre. Il mendiait. « Chloé a besoin de vitamines. Le motel est infesté de punaises de lit. Clara, s'il te plaît, juste quelques centaines de dollars. » J'ai regardé cet homme qui avait ignoré mes réussites toute ma vie, l'homme qui s'était rangé du côté de mon mari infidèle parce qu'il voulait un petit-fils. « Je ne peux pas te donner d'argent, » ai-je dit. « Mais je peux te donner une offre d'emploi. » J'ai glissé un papier à travers l'entrebâillement. C'était un dépliant pour un service de nettoyage. « Il recrute, » ai-je dit. « Un travail honnête. Tu devais essayer. » Il a fixé le papier. Puis il a craché sur mon porche. « Tu brûleras en enfer. » « Peut-être, » ai-je dit en fermant la porte. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Ce fut un cirque médiatique, la directrice générale millionnaire contre le mari infidèle et la sœur enceinte. Les tabloïds ont adoré. J'ai témoigné pendant 2 jours. Je me tenais à la barre, calme et digne, tandis que l'avocat de Thomas tentait de me peindre en épouse froide et distante qui l'avait poussé à chercher du réconfort ailleurs. « Madame Dubois, n'est-il pas vrai que vous passiez plus de temps au bureau qu'à la maison ? » Je travaillais pour payer le train de vie auquel mon mari estimait avoir droit, ai-je répondu. N'est-il pas vrai que vous lui avez refusé des enfants ? J'ai subi une hystérectomie pour me sauver la vie, ai-je dit en regardant directement les jurés. Si cela s'appelle un refus, alors oui, je lui ai refusé. Le jury, composé majoritairement de femmes, l'a pris en grippe. Puis le vent a tourné. Thomas a pris la parole pour se sauver. Il a rejeté toute la faute sur Chloé, l'enfonçant sans pitié. C'était son idée, sanglotait-il. Elle m'a séduit. Elle a dit que Clara était trop vieille. Elle a dit que nous méritions cet argent. C'est elle qui a imité les signatures. Chloé a hurlé depuis la table de la défense, menteur. Tu as dit que tu m'as aimé. Le juge a dû utiliser son marteau. C'était pathétique. Un vrai feuilleton, et j'en étais la productrice. Le verdict est tombé en 4 heures. Thomas Dubois, coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à 5 ans de prison ferme. Chloé Miller, coupable de conspiration et de fraude. Condamné à 3 ans de mise à l'épreuve et 500 heures de travaux d'intérêt général, en plus de la restitution des fonds. Le juge s'est montré clément envers elle en raison de sa grossesse, mais son casier judiciaire était désormais entaché d'un délit grave. 2 semaines après le verdict, Chloé a accouché. Elle était dans sa chambre de motel. Mes parents ont essayé d'appeler une ambulance, mais comme ils n'avaient pas d'assurance, ils ont hésité. Le temps d'arriver à l'hôpital public, l'accouchement s'est avéré difficile. Nicolas m'a donné des nouvelles. C'est un garçon, Thomas Junior, est-il en bonne santé, ai-je demandé. Oui, mais les services de protection de l'enfance s'en mêlent. Ils s'inquiètent des conditions de vie. Une chambre de motel avec 3 adultes sans emploi et une délinquante condamnée. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils pourraient le placer en famille d'accueil. Je me suis assise dans mon bureau, regardant la vue sur la ville. J'ai pensé à ce bébé. Mon sang. Je pourrais le prendre. Je pourrais intervenir, faire valoir mon argent et obtenir sa garde. Je pourrais l'élever. C'était tentant. C'était le dénouement rédempteur que tout le monde attendait, la femme stérile sauvant le bébé. Mais je me suis souvenu du visage de Chloé, du visage de Thomas. Si je prenais ce bébé, je serais lié à eux pour toujours. Ils l'utiliseraient pour m'atteindre, pour obtenir de l'argent, pour revenir dans ma vie. Non, ai-je dit. Je ne peux pas le prendre. Tu es sûr, a demandé Nicolas. Je suis sûr. Mais je vais créer une fiducie anonyme pour lui, pour ses études. Il pourra y accéder à ses 18 ans. D'ici là, il sera mieux loin de nous tous. Même de moi. Thomas est allé en prison. Il a été affecté à la blanchisserie. J'ai appris par des bruits de couloir qu'il n'était pas très populaire.
Il a essayé de faire le malin en disant aux détenus qu'il était un génie de la finance et s'est fait passer à tabac pour ses chaussures. Chloé et mes parents ont déménagé dans un parc de caravanes dans un état voisin. Ils n'avaient plus les moyens de vivre en ville. Chloé travaille dans un restaurant routier. Mes parents vivent de leur pension de retraite. Ils sont misérables et se rejettent la faute mutuellement tous les jours. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Les fantômes y faisaient trop de bruit. J'ai acheté un appartement terrasse en plein centre-ville. Tout est fait de verre, d'acier et de lumière. Je l'ai décoré moi-même, non pas pour une famille, mais pour moi. Mon entreprise a explosé. La publicité du procès, curieusement, m'a apporté des clients. Les femmes voulaient engager la dame de fer qui avait terrassé son mari infidèle. Je suis devenu un symbole de résilience. J'ai recommencé à sortir. Doucement. J'ai rencontré Julien lors d'un vernissage dans une galerie. Il est architecte. Il est divorcé, a 2 enfants adultes et n'en veut plus d'autres. Il a son propre argent. Il a sa propre vie. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté, l'hystérectomie, la trahison, la vengeance. Je m'attendais à ce qu'il s'enfuit. La plupart des hommes trouveraient cela trop lourd à gérer. Julien m'a juste regardé, a pris une gorgée de son vin et a dit « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère ». Nous avons ri. C'était la première fois que je riais sans amertume depuis des années. Je ne suis pas complètement guéri. J'ai encore du mal à faire confiance. Je vérifie toujours mes comptes bancaires chaque matin. Mais je suis libre. J'ai réalisé que pendant 40 ans, j'avais essayé d'acheter de l'amour. Je pensais que si j'étais assez utile, assez riche, assez généreuse, il m'aimerait. Mais on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut louer que des parasites. J'ai visité l'océan hier. Je me tenais sur le rivage, laissant l'eau froide couler sur mes pieds. J'ai pensé à la Clara qui se tenait dans cette église pour payer le mariage de sa sœur, désespérée d'obtenir de l'approbation. Elle me semble être une étrangère à présent, un fantôme. Je lui ai pardonné. Je me suis pardonné d'avoir été aveugle, d'avoir été faible, d'avoir désiré une famille au point de les laisser me saigner à blanc. Mais je ne leur pardonnerai pas. Le pardon est surestimé. Parfois, la colère est le carburant dont on a besoin pour survivre. Parfois, brûler les ponts est le seul moyen d'empêcher l'ennemi de vous suivre. Je reçois encore des lettres de Thomas. Il a trouvé Dieu en prison. Il dit qu'il prie pour moi. Je les brûle sans les ouvrir. J'ai créé la Fondation Nouveau Départ. Nous aidons les femmes qui ont été victimes d'abus financiers. Nous leur fournissons des experts comptables judiciaires, des avocats et des thérapeutes. Nous les aidons à retrouver leur argent caché et leur force intérieure. Chaque fois que nous gagnons un procès, chaque fois qu'une femme récupère sa maison ou envoie son agresseur en prison, je sens une petite partie de mon âme guérir. Mon neveu, Thomas Junior, a été placé dans une bonne famille d'accueil dans l'Oregon. Je reçois des nouvelles de l'assistante sociale. Il est heureux. Il ignore qui sont ses parents. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Alors, à tous ceux qui écoutent, à chaque femme qui maintient une famille à bout de bras pendant qu'on lui fait les poches, arrêtez. Regardez les comptes bancaires. Lisez les SMS. Faites confiance à votre instinct. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas trop sensible. On vous utilise et vous avez le pouvoir d'y mettre fin. Vous n'avez pas besoin d'un mari pour vous valoriser. Vous n'avez pas besoin d'une sœur pour vous définir. Vous n'avez pas besoin de parents pour vous approuver. Vous n'avez besoin que de vous-même, et peut-être d'un très bon avocat.